Bon, merci. Merci à tous et à toutes. Ça va être très dur de suivre ce panel qui a été passionnant. J'ai pris note, j'ai beaucoup appris, ce que j'apprécie. Et déjà, pour moi, les mots-clés, c'était transition accompagnée, avec dignité et sans culpabiliser. Et pour moi qui travaille avec la communauté agricole, je pense que ce sont des leçons importantes parce qu'on a, si vous voulez, les mêmes symptômes, je crois, en travaillant avec nos, non pas patients, avec nos alliés dans l'agriculture. Je suis Fabrice Declercq. Je suis belge, mais avec 30 ans aux États-Unis, 7 ans au Costa Rica et maintenant 12 ans à Montpellier. Donc l'accent, c'est un mélange global. L'anglais est ma langue professionnelle, le français ma langue familière. Donc il y aura des fautes de grammaire, mais je vous demande pardon et votre tolérance. C'est aussi un changement de rythme un petit peu. Je ne me focalise pas sur l'obésité particulièrement. Je travaille avec beaucoup de chercheurs en nutrition, en santé environnementale, en agronomie, en alimentation, sur cette question, ce qu'on appelle souvent la syndrome. On parle d'une pandémie, on parle aussi maintenant d'une syndémie entre l'obésité et le changement climatique. Donc au niveau global, on est préoccupé par les tendances que nous voyons dans la société, dans l'environnement, et les enjeux que ça nous oblige à réfléchir et à agir vis-à-vis notre futur commun. Donc, ce n'est pas du tout une question de culpabiliser l'obésité. Je pense que ce que je cherche ici, c'est de parler un petit peu de ces trajectoires que nous observons, et surtout d'une responsabilité que nous avons à une consommation saine pour des questions individuelles, mais aussi surtout pour des questions collectives. On parle souvent du droit à l'alimentation, et je pense que ce que je voudrais partager avec vous, c'est une réflexion sur notre responsabilité commune à une alimentation saine. Donc surtout une focalisation sur l'alimentation. Eat, nous sommes très très petits, donc c'est pas EAT, mais c'est eat, ça veut dire manger. Et ce que nous faisons à Eat, c'est vraiment essayer d'avoir une approche pluridisciplinaire qui reconnaît qu'on a souvent des sillons entre la science, entre la politique et entre la pratique, le business, tout aussi que des sillons entre des thématiques importantes, la durabilité, la justice et la santé. Et que l'alimentation nous permet d'avoir un dialogue, d'avoir des conversations qui rejoignent non seulement ces trois disciplines, mais ces trois thématiques. Donc EAT fait des efforts, non seulement fait de la recherche, de synthèse dans les questions de santé et alimentation. La Eat Lancet Commission qu'on a publiée en 2019, que je vais expliquer aujourd'hui, et la deuxième édition que nous sommes en train de travailler maintenant pour soumettre au Lancet au mois d'octobre, qui reflète qui essaie de décrire quelle est une alimentation saine, juste et durable. Donc l'objectif de EAT, c'est de pouvoir voir si on peut créer des descriptions de limites, des garde-routes sur un monde où une alimentation planetary health, donc qui est surtout saine, soit accessible par tout le monde, partout, produit, préparé et distribué de manière équitable et dans les limites planétaires. Je parlerai des limites planétaires pendant ce discours. J'aime commencer avec cette diapositive-ci. Je l'ai employée pour la première fois avec la Commission européenne l'année dernière. Et ce que j'appréciais dans cette image, c'est qu'on parle souvent dans cette thématique d'environnement et santé des enjeux énormes. Mais c'est une image qui a des couleurs, elle a de la culture, il a de la jeunesse. Et donc ça nous rappelle un petit peu de quel est notre enjeu ici. Il y a un enjeu vraiment de voir comment est-ce que nous créons une situation, une capacité de préparer, de développer un système alimentaire qui est pour ces jeunes, qui leur permette de vivre une vie saine, qui leur permet d'avoir un futur où les risques écologiques sont réduits, où ils ont le droit de vivre avec non seulement l'accès à l'alimentation, mais aussi le droit de vivre dans un environnement qui est stable. Quand on regarde cette image, on voit l'alimentation. Et encore, on voit une diversité d'alimentation. Donc, c'est une question de célébrer cette diversité. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quelques plats, quelques repas qui sont communs dans quasi toutes les images.
Et c'est malheureusement ces plats qui sont liés à la malbouffe que nous savons est un si grand problème social et ce que j'essaie de vous expliquer est aussi un problème écologique. Donc quand nous avons ces discussions comme nous avons aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir être invité, de partager et d'apprendre auprès de vous. J'aimerais que nous mettons un petit peu ces enjeux dans un cadre qui est assez urgent quand même. Commençons par le cadre de l'alimentation et santé. Donc là, nous avons 2 milliards de personnes, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, qui sont en situation de malnutrition, qui ont des difficultés d'accès aux micronutriments comme le fer et la vitamine A. Nous avons aussi 2 milliards d'individus qui sont en situation de surpoids et d'obésité et qui ont des difficultés d'accès à une alimentation saine. Si nous considérons que nous sommes 7,6 milliards aujourd'hui, cela veut dire que plus de la moitié des individus sur cette planète aujourd'hui ont des difficultés d'accès à l'alimentation saine. Donc pour nous qui travaillons en alimentation, ça veut dire que nous avons des problèmes, or failing en anglais. J'ai perdu le mot en français. Deuxième constat. Donc l'alimentation, qui est une relation la plus proche à notre santé, en ce moment est en faillite. Deuxième constat, c'est que nous sommes dans une nouvelle période environnementale. Donc plusieurs d'entre nous qui travaillent dans les sciences environnementales, on parle de l'anthropocène. Et ce qui est important de l'anthropocène, c'est que nous sommes arrivés à une époque où l'impact humain est à l'échelle géologique, à l'échelle planétaire. Dans les années 70, on pouvait parler des challenges écologiques très localisés. Maintenant, c'est devenu des challenges planétaires. Et donc, les décisions que nous prenons aujourd'hui, y inclus dans le système alimentaire, ont des conséquences non seulement localisées, mais planétaires. Et donc, l'urgence de réagir et d'agir pour créer un système alimentaire et environnemental qui nous permet de plier les courbes écologiques vraiment devient fondamentale. Sur la figure de droite, vous voyez 9 petites figures. Un, c'est ozone, et j'aime bien utiliser ozone comme premier exemple. On avait reconnu le problème, le trou d'ozone dans l'atmosphère dans les années 60, avec des efforts avec le secteur privé, le secteur public, gouvernementaux, on a plié la courbe d'ozone. Et on parle plus tellement de l'ozone comme un challenge majeur écologique. Mais on ne voit pas le même effort sur les autres limites planétaires. La quantité d'eau qui est disponible per capita continue à baisser de manière importante, avec des villes comme Sao Paulo, Los Angeles, où j'ai grandi, Chennai, en Inde, qui sont à cul d'eau aujourd'hui. Si je vais dans la deuxième ligne, dead zones, donc ça c'est les zones qui sont atrophiées par les nitrates et les phosphates, 80% d'origine du système alimentaire, qui est dans les années 60, on avait une petite douzaine, et maintenant on parle de plus de 600 événements d'atrophication dans les côtes par an. En France, y connu la région du Mont-Saint-Michel. La quantité de forêts et de biodiversité continue d'être en chute libre. 40% de notre surface terrestre est occupée par l'agriculture, 10% par les zones urbaines, 50% par des zones naturelles. Si nous voulons stabiliser le climat et stabiliser la biodiversité, c'est la limite. Donc il faut apprendre comment produire sur 40% de la surface terrestre. Les émissions de CO2, entre autres, ce qu'on ne reconnaît peut-être pas assez, c'est que 30% des émissions viennent du système alimentaire. Donc là, si nous regardons ces différentes courbes, ce que j'aimerais que vous constatez, c'est que oui, on parle beaucoup du challenge énergétique, la transition énergétique, mais quand on regarde non seulement le climat, mais la biodiversité, eau, terre et pollution, le système alimentaire est la cause primordiale de la plupart de ces défis. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire avec la commission Eat-Lancet ? Ce n'est pas de proposer que tout le monde mange des Oreos. On reconnaît très bien que ce n'est pas une alimentation saine, mais elle décrit très bien ce qu'était notre enjeu avec la commission Eat-Lancet. On voulait décrire que sont les deux frontières dures sur l'environnement et la santé. Est-ce qu'on peut donner un avis? Quelle est une alimentation saine?
et que sont les limites écologiques qui nous permettent alors à naviguer une trajectoire qui est entre ces deux limites. Donc, c'est les deux tâches qu'on a fait avec la Commission et je vais les partager dans un petit moment. Et puis, on reconnaît que entre ces deux limites dures, les deux couches des biscuits, le milieu crémeux, c'est là où on a des capacités de plier, d'être flexible, de trouver des solutions. Et là, je pense que pour ceux d'entre nous qui sont des chercheurs, c'est un appel à reconnaître, comme on a appris dans la session aujourd'hui, qu'il faut avoir des solutions qui sont adaptées à des contextes. Donc c'est là où on a des choix sociaux, on a des choix individuels, mais des choix qui doivent être entre ces deux limites dures. Donc l'Oreo est un petit peu l'analogie de ce qu'on essaie de présenter. Donc la première couche, le premier biscuit de ce fameux Oreo, c'est quelle est une alimentation saine. Ici, je vous présente une version adaptée. Dans la première version, on avait mis des chiffres en moyenne. Moi, je préfère parler du rang de possibilités de consommation. Donc oui, au niveau global, pour les adultes, on parle d'un régime de 2500 kilocalories par personne par jour. Oui, ça va varier avec l'âge, ça va varier avec l'effort, ça va varier avec le genre et d'autres variables. Mais au niveau global, c'est le chiffre que nous ciblions. Et deux, que la qualité de cette alimentation doit être distribuée entre différents groupes d'alimentation. Donc 30% environ entre des graines, surtout des graines complètes, riz, blé, maïs, entre autres, mais sorgho, mil aussi compatibles, tubercules et d'autres légumes de racines, pommes de terre, cassava par exemple, 0 à 100 grammes par jour. Les légumes, 200 à 600 grammes par jour, et là c'est le premier groupe où il y a une limite qui est au-delà de 200, à part les graines complètes. Pour les fruits, 0 à 300 grammes par jour. Pour les produits laitiers, 0 à 500 grammes par jour. Si c'est des yaourts ou des fromages, on enlève un 0. Et puis, la partie qui a créé la plus grosse polémique avec notre publication, c'est les protéines animales. Et là, on donnait auparavant des valeurs de consommation recommandées par jour. Moi, je préfère le donner par semaine et aussi d'indiquer qu'il y a une flexibilité. Donc, il y a de très bonnes évidences, de très bonnes preuves qu'on peut être végan, qu'on peut être végétarien et qu'on peut être en bonne santé. Et aussi de très belles preuves qu'on peut consommer la viande et être en bonne santé. Mais que les limites de consommation sont d'environ 0 à 200 grammes de viande rouge par semaine, 0 à 420 grammes de volaille par semaine, 0 à 175 par 75 grammes d'œufs par jour, 0 à 500 grammes de poisson par semaine, pardon. Et puis on parle des protéines légumineuses, 0 à 100 grammes par jour, et des noix, 0 à 75 grammes par jour. Donc dans ce régime, il y a évidemment tout un tas de substitutions qui sont possibles. Ce n'est pas une question de limiter de choix, c'est une question de proportion sur l'assiette, c'est une question de reconnaître, de savourer la diversité d'options qui sont possibles. Ce n'est pas une question de limiter, si vous voulez, cette variété, mais oui, c'est une question de consommation dans les rangs qui sont proposés. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que même si nous savons, c'est une bonne idée de quelle est une alimentation saine, au niveau global, nous avons une surconsommation de 168% de viande bovine, de 193% de tubercules et de 53% d'œufs, au niveau global. Si je parle d'alimentation aux States, c'est encore plus élevé, exagéré, surtout sur la consommation de viande bovine, qui est au-delà de 400% de la recommandation. Donc, au niveau global, une énorme surconsommation qui a des conséquences du point de vue santé, mais aussi des énormes conséquences du point de vue environnement. La production bovine est la grande majorité, avec la production de riz, des sources de gaz à effet de serre du système alimentaire. Mais ce que nous ne parlons pas assez, je trouve, dans toutes ces conversations, c'est tout ce qui est sous-consommé. On a un très fort dialogue, une très grande polémique autour de la production de viande, mais on ne parle pas assez de tous ces produits qui sont sous-consommés, que ce soit les fruits, les légumes, les graines complexes, les noix et les semences, qui sont une source d'alimentation protective. Ce que nous voulons reconnaître aussi, que même si nous pouvons décrire une alimentation
universelle, c'est-à-dire de reconnaissance universelle, c'est que la trajectoire n'est pas uniforme. Voici les grandes régions du monde qui sont sur la gauche, avec les fruits, les légumes, les légumineuses, les graines complètes, les noix et les semences, un par une. La France, enfin, pardon, l'Europe de l'Ouest, c'est la troisième barre rouge. La troisième barre rouge ici en bas, donc vous pouvez suivre un petit peu notre région si vous voulez. Et ce qu'on constate ici, c'est que pour notre région, et quasi universellement, partout dans le monde, il y a une sous-consommation de fruits, une quasi-sous-consommation de légumes, à part en Asie centrale et peut-être dans l'Afrique du Nord, une consommation variée quand on parle des légumineuses, avec une culture de consommation de légumineuses surtout en Afrique et en Amérique latine, une sous-consommation universelle des graines complètes et une sous-consommation universelle de noix et de semences. Et pour quelqu'un comme moi qui travaille dans l'agriculture, si nous voulions rendre service au secteur public, de santé publique, et vous procurer une alimentation saine, on ne pourrait pas, parce qu'on ne produit pas assez de tous ces produits qui sont sous-consommés. Donc aujourd'hui, on a la capacité de procurer une nutrition calorique suffisante, mais on n'est pas capable de vous procurer une alimentation saine au niveau global. Donc il y a des changements de production importants, surtout du point de vue côté fruits, légumes et noix. Ici, la même figure, mais avec la viande rouge à gauche. Le deuxième, c'est les processed meat, donc les jambons, les salamis, les saucissons. Les boissons sucrées, troisième. Les trans fats en quatrième. Et puis le sodium en 5. Et ici encore, on voit qu'il y a des différences régionales. Donc, au niveau global, oui, absolument, il faut qu'on réduise la consommation de viande bovine pour des questions écologiques et pour des questions de santé. Mais il y a des régions où il y a encore une capacité d'augmenter cette consommation pour des questions de santé humaine, surtout en Afrique et en Inde. Donc, quand on parle d'un régime universel, on ne veut surtout pas que ce soit confondu avec des transitions uniformes. Il y a des transitions qui sont différentes et adaptées à différentes régions. Le deuxième aspect que je voudrais discuter, c'est que souvent la discussion est fort focalisée sur la consommation de viande du point de vue, et surtout du côté santé. De cet article du Global Burn Disease, qui est le même pour les deux sources que je viens de montrer, si nous regardons que sont les causes, le nombre de morts attribués au niveau global à l'alimentation, numéro 1, c'est haut en sodium. 2, c'est l'alimentation qui est faible en graines complètes. 3, faible en fruits. 4, faible en noix et semences. 6, faible en légumes. Puis faible en oméga 3, poissons. Puis faible en fibres. Faible en PUFA. Faible en légumineuses. Et puis on va tout à fait en bas, et c'est la surconsommation de viande. Et je pense qu'il y a un changement de dialogue qui est nécessaire, surtout dans le secteur de nutrition et environnement, que oui, absolument, il faut réduire la consommation de viande rouge, mais il y a une opportunité majeure d'augmenter la consommation de fruits, légumes, noix, poissons, qui sont des aliments qui sont protectifs vis-à-vis de la santé. Et je pense que ça nous permet d'avoir non seulement un message de réduire la consommation, mais un message qui nous permet de parler d'augmentation de consommation et d'augmentation de diversité de consommation. Voici pour la France, quels sont les facteurs de risque causant le plus de décès et d'incapacités combinées en 1911, en gris à gauche, 2011 à gauche et 2021 à droite. Donc, vous pouvez voir qu'est-ce qui a changé du point de vue taux. Le tabac reste numéro 1 en France. Et mon premier regret d'avoir élevé un fils dans votre pays. Là, je vous jure, hein, heureusement, c'est en descente. Nous avons haute tension artérielle systolique comme numéro 2 aussi, avec une petite descente, indice de masse corporelle élevé en augmentation, mais quand même plus faible que la plupart des pays de l'Ouest, et même plus faible, une augmentation qui est plus faible que la plupart des pays
d'Asie et en Afrique. Donc je pense en France quand même, il y a des choses qu'on fait bien en France, surtout du côté alimentation. Je sais que pour les France, vous êtes des râleurs, mais je pense qu'il y a de l'espace pour célébrer que vous avez quand même un environnement qui a l'air conducive à avoir un taux un peu moins élevé. Voilà, donc là, je trouve que les chiffres sont... on en parlait au début, quel est le taux d'indice de masse corporelle en France. Et je crois que vous êtes un des 2-3 pays qui peut-être est un point de stabilisation. Ça, c'est des chiffres qui ont été arrêtés en 2015. Ils sont en train de les recollecter maintenant. Et peut-être il y a des gens dans l'audience qui ont des chiffres plus courants. L'autre aspect qui pour moi est important, c'est l'impact de l'alimentation sur l'environnement. Et ce qu'on voit ici, c'est les limites planétaires. Donc il y en a 9. Et 6 des 9, nous avons dépassé le seuil proposé comme limite sur le climat, sur la biodiversité, sur l'usage de sol, sur l'eau douce, sur les cycles biochimiques, nitrates et phosphates, et aussi sur une nouvelle entité. Une nouvelle entité, c'est tout ce qui est plastique, antibiotiques, produits chimiques, les entités qui ont été créées par l'humanité. Les 3 pour lesquels nous sommes dans le seuil, c'est l'ozone, l'aérosol atmosphérique, et puis l'acidification des océans qui est très fortement liée au changement climatique. Climat, c'est 30% d'alimentation. Biodiversité, c'est 80% causé par l'alimentation. Usage de sol, 40% des sols sont occupés par l'alimentation. L'eau douce, 70% de l'eau fraîche mondiale est utilisée pour la production d'alimentation. Et pour les cycles biochimiques, nitrates et phosphates, c'est 100% d'alimentation. Donc, pour revenir dans ces limites planétaires, il faut absolument qu'on change non seulement ce que nous consommons, mais comment le produisons et tout ce qui est perdu gaspillé. Si nous considérons une transition à l'alimentation de l'Ouest en 2050 au niveau global, comparé à 2010, nous doublons les émissions de gaz à effet de serre du système alimentaire. Nous augmentons par 30% la surface cultivée, nous augmentons l'utilisation d'eau par 30%, et aussi nous augmentons la pollution nitrate et phosphate par 30%. Donc une transition à une consommation à l'américaine n'est pas compatible ni avec les enjeux de santé, ni avec les enjeux d'environnement. Je vais laisser avec 6 questions, je vais faire une minute par question. Première question, c'est la question de la viande rouge. Je vois un débat continu sur quelle est la consommation saine de viande rouge et quel est l'apport à la santé. Donc d'un côté, il y a des risques d'anémie et de déficience de vitamine B. De l'autre côté, sur la sous-consommation, et de l'autre côté, la surconsommation cause des problèmes cardiovasculaires et diabétiques importants. Et je pense que perdu dans ce débat de viande rouge, c'est l'aspect positif de l'augmentation de la consommation de fruits, légumes et de plantes, et de l'alimentation qui est plutôt riche en plantes. Deuxième question, diversification des protéines. On sait que globalement, on doit réduire la consommation de protéines, surtout des protéines de viande bovine pour cause de leur impact environnemental. Il y a encore des grandes questions si cette diversification comprend déjà les légumineuses, donc on a des bonnes évidences, sont bons pour la santé et avec un impact mental assez faible et très important pour l'agroécologie, poissons, viande de synthèse ou insectes. Ce qui me préoccupe un petit peu avec ces débats, c'est notre capacité de semer la confusion. Vous voyez 4 hamburgers sur cette diapositive. Il y en a une qui est viande bovine, les 3 autres sont soit viande végétale, soit la protéine de soya de synthèse, soit des cellules animales qui ont été recréées en laboratoire. Les impacts sur la santé, les impacts sur l'environnement de ces 4 produits qui ressemblent complètement identiques sont complètement différents. Donc si nous reconnaissons c'est nécessaire d'avoir un changement de comportement pour une transition vers la santé
individuelle et planétaire. Est-ce que nous avons une solution ou est-ce que nous semons la confusion avec ces nouveaux produits? 4, les écosystèmes oubliés, les microbiomes. Je passe beaucoup de mon temps sur la recherche de la biodiversité. On parle beaucoup de la perte des pandas, des girafes, des orang-outans, mais je pense qu'on a perdu une diversité énorme dans notre propre microbiome. Donc nous sommes des écosystèmes individuels nous-mêmes. Nous avons des comportements sociaux qui ont un impact important sur nos microbiomes. Un, c'est vaginal birth versus cesarean birth, qui a un impact, qui était une période importante d'inoculation du microbiome. L'allaitement maternel comparé à l'allaitement de bouteilles, notre contact avec la nature, la diversité de l'alimentation que nous consommons et notre contact entre individus. Il y a des sociétés où plusieurs de ces facteurs sont maintenant liés à des réductions importantes de microbiome avec des questions santé, surtout nutrition, que nous commençons à peine de comprendre. Et je vois la même chose quand je travaille avec des producteurs en agriculture. Donc il y a des parallèles donc, entre le microbiome humain et le microbiome des sols, qui sont des sources de métabolisme importantes. Si nous voulons stocker du carbone dans les sols agricoles, c'est une question de nourrir ces microbiomes, d'une diversité d'aliments. Nous avons des terrains en France, des terrains aux States, qui ont vu un produit, 2 produits pendant une cinquantaine d'années, avec des renversements de terre chaque année, avec des nitrates qui sont appliqués à chaque année de la même manière que nous surconsommons le sucre, avec des biocides qui sont appliqués non seulement comme prévention contre les insectes et les ravageurs, mais en prophylaxis pour prévenir ces insectes. Donc, nous avons des systèmes de consommation et de production qui sont antibiotiques quand il y a des évidences que nous devrons avoir une approche qui est plutôt probiotique. Et je pense que le lien ou bien la semblance entre la manière que nous traitons le microbiome des sols et le microbiome humain a des parallèles écologiques et des fonctions importantes. 5, pratiques agricoles et densité nutritive. Ce que nous produisons, donc que ce soit compatible à la demande nutritive, est déjà un enjeu important. Comment nous produisons est le deuxième enjeu important. La manière dont nous produisons l'alimentation a un impact direct sur la densité nutritive. Nous anticipons avec le changement climatique qu'il y aura une plus faible densité nutritive de l'alimentation, donc nécessité de consommer plus pour avoir les micronutriments nécessaires, mais aussi qu'il y a des pratiques qui réduisent, surtout la surutilisation d'engrais, qui réduisent encore plus ces densités. Quand nous parlons d'une transition accompagnée, mon plus gros enjeu, c'est avec les producteurs agricoles. C'est de reconnaître qu'ils bénéficient des aides publiques importantes et qu'ils ont une capacité d'être, une solution pour l'alimentation saine et de 2, des solutions pour l'environnement. Mais comment est-ce que nous facilitons cette transition et les accompagnons pour qu'ils puissent être capables à suivre au lieu d'être en révolte? Pour nous, c'est un challenge social énorme. L'autre lien entre les pratiques agricoles et votre enjeu de santé, sans habitats intégrés, insérés dans les pratiques agricoles, vous perdez une grande diversité des produits, justement, qui sont déficit de consommation. Donc il y a, si vous voulez, une demande pour que le secteur de santé s'engage avec le secteur agricole pour dire nous vous valorisons, nous avons besoin d'alimentation, nous voulons que cette alimentation soit saine et nous voulons que cette alimentation soit durable et que oui, le secteur agricole, vous pouvez participer, mais que vous avez une responsabilité vis-à-vis de l'environnement et aussi vis-à-vis le climat. Je termine avec une dernière, c'est les environnements alimentaires. Et là, c'est une image de Carl Warner que j'adore, de la ville de Paris, où tout ce que vous voyez sur l'image, c'est des produits d'aliments, c'est de l'alimentation. Et quand on parle du challenge d'obésité et du challenge d'environnement,
les villes, Paris, Montpellier, entre autres, ont trouvé des synergies énormes. Et je pense qu'il faut reconnaître que l'environnement dans lequel nous vivons, soit va être un environnement obésogène. Si vous allez aux States, essayez de vous déplacer à pied, je vous souhaite de la chance. Si vous voulez trouver une alimentation saine, aussi, bonne chance. En France, on a quand même des efforts énormes pour créer des environnements où l'alimentation est disponible, elle est abordable, et pour encourager qu'il y ait un transport actif pour redécouvrir cette alimentation. Tous les enjeux d'environnement, alimentation, environnement, transport à travers les villes sont une opportunité vraiment importante, et souvent je trouve que la France montre un exemple assez important. Je termine là. Je vous remercie pour votre patience, pour votre écoute. Ce que j'aimerais vous proposer vraiment comme conclusion, c'est que ce que nous avons trouvé, c'est que si nous arrivons à avoir une transition vers une alimentation saine, nous avons une capacité non seulement de réduire 11 millions de décès prématurés par an au niveau mondial, mais aussi que ça nous permet d'avoir des avances énormes vis-à-vis vivre dans ce limite planétaire. Donc, c'est non seulement un droit à l'alimentation, mais j'espère que nous, en tant qu'acteurs dans le secteur de l'alimentation et le secteur de santé, nous réclamons non seulement notre droit à une alimentation saine, mais aussi que nous reconnaissons notre responsabilité à faciliter et participer dans cette transition. Merci et bon après-midi à tous.